Bonjour à tous. On laisse les derniers s'installer. Bienvenue à tous pour cet atelier sur le b.a.-ba de la réforme de la facturation électronique que j'ai le plaisir d'animer avec Cyril Sautreau, qui est président du FNFE, président des commissions AFNOR et du coup un des plus grands spécialistes de la facturation électronique. On a la chance d'avoir ici à Lyon aujourd'hui. Bienvenue à tous à cet atelier. Bonjour à tous, effectivement. Donc Cyril Sautreau, je vais animer donc avec Nicolas cet atelier. On va revenir sur des choses basiques, mais on va rentrer un peu dans certains détails malgré tout. Et donc je vous propose de commencer. Alors, l'objectif, c'est déjà de commencer pour parler concrètement, pour vous montrer ce qu'est une facture électronique. Donc déjà, effectivement, la facture, vous le savez, c'est un document complexe parce qu'il a plusieurs usages. C'est à la fois et avant tout un document qui exige le paiement, enfin qui demande le paiement d'une prestation, soit de livraison de biens, soit de livraison de services à son client. C'est ça l'objectif premier d'une facture. C'est aussi un document justificatif de la comptabilité. C'est ce qui permet de comptabiliser effectivement le produit d'un côté et la charge de l'autre. Donc, et là, le rôle de l'expert comptable est important et c'est pour ça qu'il demande vos factures essentiellement. Et dans la comptabilité, il y a aussi la comptabilité relative à la TVA. Et puis c'est aussi effectivement un document qui porte TVA et qui est un document justificatif, notamment de la déductibilité de TVA et aussi du résultat fiscal quelque part. Donc vous voyez qu'il a plusieurs fonctions et donc ce qui en fait sa richesse et parfois sa complexité. Ça veut aussi dire qu'il dépend de plusieurs domaines de droit, le droit commercial, le droit de la concurrence aussi. La DGCCRF peut venir regarder vos factures et il y a quelques mentions obligatoires qui viennent de là, qui sont des obligations. Et donc on a aussi un certain nombre de données qui sont obligatoires dans la facture, qui ne sont pas uniquement obligatoires du fait du droit fiscal, mais aussi du fait du droit comptable, du droit du commercial et du droit de la concurrence. Alors, une facture électronique, parce que là, ce que je vous ai dit, c'est pour une facture en général. Une facture électronique, le principe, c'est qu'elle est créée nativement sous forme électronique. Quelque chose qu'on numériserait, par exemple, c'est pas considéré comme une facture électronique. Une facture électronique, c'est qu'elle a été créée à partir d'un système d'information sous forme électronique et qu'en plus, la définition nouvelle, puisque dans cette définition, une facture PDF pourrait être, et d'ailleurs est considérée aujourd'hui comme une facture électronique, mais pas au sens de la réforme. Au sens de la réforme, une facture électronique, elle doit contenir des mentions, enfin des données sous forme électronique, au moins les mentions obligatoires de la facture sous forme structurée. Alors structurée, ça veut dire compréhensible par un ordinateur, et je vais vous montrer un petit exemple juste après. Et donc ça veut dire qu'il y a une notion aussi de format de facture, d'expliquer comment on écrit les données de facture dans un fichier informatique, puisqu'il faut qu'il soit compréhensible par le plus grand nombre. Donc il y a déjà des aspects de normalisation. Et heureusement, il y a une norme européenne qui existe depuis un certain temps là-dessus. Ensuite, elle va être échangée de façon sécurisée et tracée. Et il y a un autre sujet important dans cette facture électronique, c'est d'avoir le cycle de vie, on en reparlera un peu plus, c'est-à-dire de savoir ce qui lui arrive, est-ce qu'elle est bien arrivée et en même temps, est-ce qu'elle est bien traitée. Alors ces données de la facture, elles sont à la fois pour l'administration, donc c'est ce qu'on appelle le contrôle transactionnel continu, c'est les informations qui vont aller à la DGFiP pour tout ce qu'on a déjà dit ce matin, pour lui permettre de faire ses contrôles et de faire le pré-remplissage de la TVA. Il y a des données bien sûr qui sont pour l'automatisation de son traitement, donc j'entendais que le traitement était déjà très robotisé chez les experts comptables, mais il n'est pas forcément très automatisé chez les entreprises. Donc il y a aussi un enjeu d'automatisation dans l'entreprise pour qu'elle puisse. Alors, évidemment, la PME, en général, le patron de PME, il regarde ses factures avant de les payer. Mais on peut encore avoir des automatismes. Mais dans les grandes entreprises, l'enjeu, c'est l'automatisme. C'est-à-dire, les factures arrivent, elles correspondent aux commandes qu'on a passées, elles correspondent aux livraisons, ce qu'on appelle un matching 3 points. Et dans ce cas-là, automatiquement, elle va être validée, et donc sans que personne la regarde, parce qu'a priori, elle est conforme à ce qui était attendu. Donc ça aussi, c'est un enjeu d'automatisation pour les entreprises, essentiellement les grandes, mais on pourra aller probablement à faire des choses équivalentes chez les plus petites. Et puis, dans cette facture électronique, évidemment, comme il y a des utilisateurs, et vous allez voir après que la tête du fichier structuré, c'est pas un truc qu'on a envie de lire, eh bien, il faut des versions lisibles de ces factures, et c'est pour ça qu'un des formats qui s'appelle FactureX, vous allez voir, permet d'allier à la fois un lisible et des données structurées, et c'est un enjeu important sur lequel la France a pas mal d'avancées. Alors,
si je vous montre, alors, évidemment, en plus, cette facture, il faut qu'elle s'adapte à tous les usages. Et ça veut dire qu'il y a un travail important qui a été fait notamment par la commission AFNOR pour dire, mais on sait bien que la facture de base, je facture mon client, ça existe. Bien sûr, c'est même la majorité. Par contre, il y a un tas d'autres cas qui sont un peu plus subtils. Avec, c'est pas moi qui fais la facture parce que je vends sur une place de marché. Avec, c'est pas moi qui valide la facture parce que j'ai qu'un tiers, une maîtrise d'œuvre qui va valider la facture. Avec, je dois la facturer, comment je la pousse à mon factor. Enfin voilà, il y a un certain nombre de cas d'usage particuliers. Comment je gère mes frais, on en parlera un peu plus tard. Et donc, il faut que la facture puisse s'adapter aussi à l'ensemble de ces cas d'usage, ce qui demande un peu de travail. Alors, je vous montre ça, bien sûr, c'est bien parce que c'est tout petit et donc on ne peut pas voir, c'est plutôt mieux. Alors, on distingue au moins deux couleurs. Ça, c'est un fichier structuré. Le rouge, ça exprime quelle est la donnée. Le noir, ça exprime la donnée elle-même. Et donc, vous voyez bien que si je donne une facture comme ça à quelqu'un en lui disant, écoute, essaie de la valider, il va dire, écoute, j'ai un peu autre chose à faire qu'à faire du log informatique pour essayer de comprendre ce qui est écrit dans cette facture. D'où l'intérêt d'avoir un lisible de facture. Et effectivement, cette même facture, on parlera souvent de facture X, eh bien, on peut la présenter comme ceci, c'est-à-dire une facture PDF que tout le monde comprend, parce qu'elle a la même tête que celle qu'on reçoit aujourd'hui, en papier et en PDF. Et il se trouve qu'à l'intérieur, elle a les mêmes données. Vous voyez, le fichier qui est à l'intérieur de ce PDF. Ça, j'ai ouvert la boîte, mais pour les utilisateurs, vous n'ouvrez pas la boîte. Hein. Vous, quand vous voulez voir la facture, vous la regardez. Et c'est votre machine, enfin votre système d'information qui ira chercher les données à l'intérieur pour les traiter. Et tout ça étant normalisé. Ouais. Et quand on voit l'exemple proposé par Cyril, c'est vrai qu'on voit la quantité de données qui seront disponibles, exploitables. Et donc, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure en table ronde d'ouverture, c'est fiabiliser cette donnée pour derrière pouvoir l'exploiter. On voit ainsi toute cette donnée structurée qui sera derrière exploitable et toutes les opportunités qui s'offrent à nous derrière. Alors ceci est, juste pour compléter, ça veut dire quoi structurer? C'est quoi une facture? Très rapidement, ça contient des identifiants qui sont son numéro, sa date, son type, est-ce que c'est une facture, un avoir, une facture d'acompte, des choses comme ça, la devise en général. Ensuite, on a des parties, donc qui est le vendeur, qui est l'acheteur, mais des fois il y en a d'autres, qui est celui où est-ce qu'on livre, qui est payé, parce que ça peut être un tiers qui est payé. Parfois, c'est un tiers qui paye aussi, donc quel est le tiers payeur, et ainsi de suite. On a à chaque fois qu'on a un tiers, on a un nom, des identifiants légaux, des identifiants de TVA éventuellement, adresse, etc. On a un certain nombre de références. Vous savez, surtout quand vous achetez face à des grands groupes, ils vous demandent souvent un numéro de bon de commande, ils vous demandent un numéro de BU, enfin, ils vous demandent quelques références, numéro de contrat, un numéro de bon de livraison, enfin, ils vous demandent un certain nombre de choses. Donc tout ça est prévu et à sa place dans le modèle. C'est important parce que le modèle, il vise à vraiment avoir des données pures. Par exemple, bon de commande, normalement, c'est le bon de commande qui a été généré par l'acheteur. Mais souvent, le vendeur, il a son propre référentiel. Alors, il appelle ça aussi bon de commande. En fait, c'est un bon de vente. Vous voyez, donc il y a deux données différentes. Et donc, c'est pour ça que c'est important de mettre les bonnes données dans les bonnes cases. Après, vous avez les lignes. Donc, je ne vais pas vous dire comment s'organisent des lignes, hein, mais globalement, vous avez des articles, des prix, des remises de lignes éventuellement, la TVA, bien sûr. Et puis, vous avez des remises et charges de pied, des remises globales ou des charges, les frais en général. C'est un peu des lignes particulières, on va dire. Et puis le détail TVA, parce qu'éventuellement la TVA, elle est à plusieurs taux, donc il faut expliquer, c'est une obligation, quelle est la TVA par taux, si on a plusieurs taux. Et puis des fois, on a des raisons d'exemption, donc il faut l'écrire dans un pied de TVA. Et puis après, on a quelques informations diverses, notamment sur les parties de paiement, avec des mentions obligatoires qui doivent être présentes dans les factures, donc il faut les écrire. Et puis enfin les totaux, avec en gros les totaux jusqu'au TTC, donc juste le hors-taxe, la TVA et le TTC. Puis après, il y a des montants jusqu'à ce qu'il y ait le net à payer, parce qu'effectivement, on peut avoir à déduire des montants qu'on a déjà payés. Il y a des problématiques d'arrondi éventuellement, et donc ça se termine par un net à payer. Et là, on a fait à peu près le tour. Avec les informations de paiement, en général, on met aussi le numéro de compte sur lequel on va être payé. Donc voilà globalement les données de facture. Et dans le modèle, il y a aussi des règles de gestion. Donc je dis, vous voyez, 224 règles. Alors ces règles de gestion, elles vont exprimer le fait qu'il y a les données qui doivent être présentes ou pas. Et elles vont aussi déterminer comment on calcule une facture. Et donc je vous rappelle à tout le monde que par exemple la TVA, ça se calcule en pied. Ça ne se calcule pas à la ligne.
En tout cas, c'est comme ça que c'est défini dans la norme. Alors, simplement, si on le fait à la ligne, on aura des petits problèmes d'arrondi. Donc, je vous le dis simplement, donc vos systèmes d'information doivent être en capacité de calculer normalement la facture de cette façon. Alors, on va arriver maintenant qu'on a parlé de la facture au quotidien des entreprises que je prenais un petit peu. Je vais te laisser commenter aussi, parce que tu as quelques exemples. Oui, en fait, c'est que vous soyez chef d'entreprise ou expert comptable ou collaborateur dans cette salle, c'est les problématiques du quotidien qu'on peut avoir. C'est que ces factures sont actuellement à différents endroits et c'est toujours compliqué d'arriver à les rassembler dans un espace commun pour derrière pouvoir être comptabilisé. Donc on a souvent beaucoup d'allers-retours sur ces sujets-là et de difficultés à aller sur la bonne plateforme pour aller récupérer certaines. Certaines sont par courrier, d'autres sont sur des espaces sont déposés en même temps que les livraisons, etc. Donc en fait, on a un ensemble de modalités de transmission des factures assez large, certaines qui arrivent encore papier, d'autres qui sont PDF reçus par email, mais vous l'avez bien compris que ce n'est pas une facture électronique au sens de la réforme. Et puis après, il y a des factures qui, elles, n'arrivent jamais, avec les spams qui bloquent certains envois, des codes d'accès qui sont introuvables. Donc, actuellement, c'est le quotidien et les difficultés des fois de communication qu'on peut avoir et de difficultés d'alimentation de la base de données comptable. Et donc, c'est pour ça que souvent, il y a des allers-retours avec des demandes d'informations. Et donc, ce quotidien va progressivement disparaître pour avoir beaucoup plus de fluidité. Et c'est une des opportunités de cette réforme. Voilà, on connaît tous la boîte à chaussures, hein, et la boîte à chaussures, elle est mixte en plus, elle est physique et électronique, et tout le monde essaie de retrouver ses factures. Enfin, moi-même, dans mon activité, à chaque fois que j'achète un truc, maintenant, j'essaie de récupérer la facture tout de suite, parce que sinon, je sais que je vais oublier, je vais chercher dans mes mails pour savoir si on a bien voulu me dire que j'avais une facture quelque part pour retrouver ce que j'avais acheté. Enfin, bon, c'est un grand courant, un grand classique. Alors, comme je disais ce matin, tout à l'heure, la réforme, on peut la résumer sur ses apports de la façon suivante. Les entreprises vont définir une ou plusieurs adresses électroniques, et ces adresses, elles vont être normalisées. Elles vont commencer par votre sirène. Donc ça peut être pour la plupart d'entre vous juste votre sirène parce que vous n'en avez besoin que d'une. On a la possibilité d'avoir plusieurs adresses. On verra pourquoi, notamment dans certains cas d'usage, ça peut avoir un intérêt de séparer certains flux parce que c'est certains types d'achats qui sont différents. Eh bien, en tout cas, cette adresse qui est donc à la forme sirène ou sirène underscore, enfin tiré du bas, autre chose, un suffixe en fait, que vous choisissez, eh bien, elles seront dans un annuaire. Et l'intérêt de les poser dans un annuaire, c'est qu'elles sont publiques. Ça veut donc dire qu'on pourra, en consultant l'annuaire, qui est opérationnel depuis un certain temps, il y a plus de 500 000 adresses déjà opérationnelles dans cet annuaire, eh bien, en appelant le numéro de sirène de son client, donc effectivement, il va falloir connaître les numéros de sirène de ses clients, mais c'est déjà une obligation. Mais là, ça va devenir une obligation qui va servir en plus à quelque chose opérationnellement. Donc, à partir du numéro de sirène, on consulte l'annuaire et l'annuaire vous dit, bah, voilà l'adresse ou les adresses de facturation de vos clients, enfin de ce client. Et donc, s'il n'y en a qu'une, ça peut être compliqué, c'est donc que c'est celle-là. Et s'il y en a plusieurs, il va falloir lui demander, normalement il vous l'aura dit parce qu'il est au début, moi il faut me facturer sur telle adresse parce que vous êtes dans telle catégorie d'achat pour moi. Et là-dessus, on commence déjà à avoir des emails de certains de nos fournisseurs, qu'on est chef d'entreprise, qui qui nous demandent les adresses de facturation. Il y a par exemple OVH qui avait fait une grande campagne pour obtenir ces adresses de facturation, etc. Ils mettent à jour leur base de données. Comme Cyril le disait, quand il y a une adresse qui est le numéro sirène, c'est simple. Quand il y en a plusieurs, il faut pouvoir connaître et inscrire du coup dans la facture la bonne adresse de facturation pour qu'elle puisse être adressée au bon canal. Voilà, alors la conséquence aussi, c'est qu'effectivement, même si cette adresse prend la forme d'un sirène, dans vos systèmes d'information, il va être nécessaire, et tous les outils vont le faire, sont en train de le faire, d'avoir une donnée qui s'appelle adresse électronique de facturation. Ne pas confondre le numéro de sirène avec l'adresse électronique de facturation, puisque de temps en temps, ce ne sera pas le numéro de sirène.
D'accord. Donc c'est une donnée qui est, enfin, normalement que vous avez, parce que comme on renvoie déjà beaucoup de factures en PDF, malgré tout, par email, on a déjà une adresse électronique de facturation. Pour l'instant, c'est un email. Là, ce sera un truc un peu différent. Et donc, effectivement, une fois qu'on a consulté cet annuaire, eh bien, il suffit d'écrire l'adresse dans la bonne case où il y a écrit adresse de l'acheteur dans la facture. Et à ce moment-là, eh bien, on utilise effectivement un mécanisme de plateforme, un système de plateforme pour émettre cette facture. Et l'intérêt principal de cette réforme, c'est qu'effectivement, on choisit la plateforme pour émettre. Quand on est de l'autre côté, on choisit la plateforme pour recevoir. Donc l'objectif, c'est d'arrêter d'aller chercher ces factures sur les sites de ces vendeurs. Et puis en même temps, on a un envoi tracé, ça veut dire qu'il est sécurisé. Ce n'est pas du mail qui peut se perdre dans les anti-spam, ça arrive vraiment au bout. Et on a un cycle de vie qui permet de savoir qu'elle est bien arrivée. C'est un point important. Il arrive de temps en temps qu'un acheteur dise « je n'ai pas payé votre facture parce que je ne l'ai pas reçue ». Éventuellement, il l'a reçu, il l'a perdu, enfin, il est de bonne foi, il est de mauvaise foi, on ne sait pas trop. En tout cas, là... La plupart du temps, de mauvaise foi et qui permet de... Moi je ne dis pas ça, mais oui. Moi, je me permets. Je le permets. Et de mauvaise foi, hein, on voit beaucoup hein, les TPE, PME qui sont victimes comme ça de groupes plus structurés et à chaque fois qui ont du mal à se faire payer. Et souvent, il manque la facture, il manque des éléments. Et donc là, c'est aussi un gain de fluidité d'information. On va voir un petit peu plus tard aussi avec le cycle de vie qui va permettre d'alimenter ces informations avec des obligations d'alimentation d'une partie de ce cycle de vie. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à fluidifier la communication et qu'on n'ait plus d'excuses pour lesquelles les TPE, PME sont souvent victimes. Voilà, et donc on saura que la facture non seulement est arrivée à la plateforme de l'acheteur, mais on saura que l'AFOR a été informé qu'il avait une facture, donc il ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Et puis en même temps, si on se pose du côté de l'acheteur, lui, il aura aussi des dates certaines, c'est-à-dire les fournisseurs, ça arrive de temps en temps, qu'envoient des factures au bout de 15 jours parce qu'ils ont mis ils ont eu un peu de temps à la fabriquer, mais qui demandent quand même à être payés comme s'ils l'avaient envoyé 15 jours avant. Au minimum, ça se verra. C'est-à-dire qu'elle sera datée du 30, elle arrivera le 15, elle n'a pas mis 15 jours pour être émise, hein, c'est dans l'instant. Et donc, s'il veut être payé à la fin du mois, l'acheteur pourrait dire oui, mais normalement, en 30 jours, il faut m'envoyer la facture à la date de facture et pas 15 jours après. Donc ça permet d'objectiver le traitement. Et effectivement, avec cette réforme, eh bien, finalement, les données que l'administration fiscale exige, pour toute cette partie entre assujettis, les factures entre assujettis, finalement, c'est assez transparent parce que c'est échangé dans le cadre de l'échange de factures. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous devez faire spécifiquement, ce qui sera le cas des autres achats, mais c'est intégré quelque part. Et donc, effectivement, c'est finalement la déclaration, enfin, de toute façon, les remontées d'informations qui sont prévues directement à l'intérieur. Après, comme l'objectif, c'est d'avoir toute l'information relative à la TVA, effectivement, il y a un deuxième volet de la réforme qui est sur le e-reporting et qui vise à dire, pour tout ce qui n'est pas obligatoire en facture électronique, c'est-à-dire les ventes B2C, a priori, il n'y a pas d'obligation de faire des factures électroniques. Les ventes B2B internationales, aussi les acquisitions B2B internationales, l'administration fiscale demande à ce qu'on lui envoie des informations. Et là, c'est des informations spécifiques qui seront envoyées à côté. Donc là, il y a un travail supplémentaire, même si ça peut se faire sur la base des flux de facturation, comme on va le voir un peu plus tard. Et puis, il y a un sujet sur l'encaissement, mais je reviendrai plus en détail sur le reporting. Alors, c'est aussi l'occasion, cette réforme, d'aligner ces processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, je vous ai dit, il y a un processus simple de facture. Je facture mon client et il me paye. Bon, ça va. Mais il y a des cas d'usage qui sont plus complexes que ça. Et en fait, quand on fait l'étude, on a beaucoup d'entreprises qui disent, moi, j'ai des spécificités. Comment je vais les traiter? Et en fait, on se rend compte que leurs spécificités sont communes aux spécificités d'autres. Et donc, un des objectifs, c'était aussi de dire, des fois, vous avez des processus qui sont un peu alambiqués, on va dire. Et donc, c'est l'occasion de les réaligner avec un schéma de fonctionnement qui est plus optimal. Et surtout, de faire en sorte que quand vous avez les mêmes problématiques que d'autres entreprises dans des secteurs différents, vous les résolvez de la même façon, de façon à ce qu'on mise un peu plus les processus, ce qui aidera les entreprises à mieux les traiter. Et dans l'alignement de ces processus, on en reparlera pour ceux qui suivent le prochain atelier sur la transformation réussie. Mais c'est vrai que c'est le bon moment, voilà, de remettre à plat aussi les usages qu'on peut avoir. Et
on parle notamment de l'usage et des règles fiscales, etc. Souvent, les paramétrages des logiciels sont faits et ça déclenche la TVA, pas la TVA, etc. Et c'est aussi le bon moment dans l'alignement de ces processus avec les cas d'usage qui sont normés et décrits notamment par les commissions AFNOR et les normes qui ressortent de ces commissions-là. C'est aussi le bon moment pour remettre à plat des processus pratiques et notamment des règles de calcul de territorialité de TVA, etc. Et ça fait partie de l'alignement des processus. On en parlera un peu plus tard pour ceux qui suivent le prochain atelier. Voilà, effectivement, c'est aussi une façon, des fois, de mieux respecter la réglementation. Parfois, on a pu oublier deux, trois petites choses. Alors, l'accompagnement de l'expert comptable, là, je suis Oui, obligé de... donc dans l'accompagnement que l'expert comptable propose actuellement et continue de proposer, c'est l'audit de ces processus actuellement utilisés par l'entreprise avec l'identification des impacts concrets que la réforme peut avoir. On peut, en auditant ces processus, se rendre compte qu'il y a des trous dans la raquette, rendre compte que par habitude, des choses sont faites, mais finalement, que ça fait longtemps qu'on n'a pas posé le stylo pour voir un peu où on en est et si c'est toujours applicable et c'est pas un fonctionnement comme ça par habitude. On a la mise en place de ce qu'on appelle l'écosystème, donc qui correspondra au mieux à l'entreprise, parce qu'on parle beaucoup de plateformes agréées, mais ces plateformes agréées vont communiquer avec d'autres solutions. On verra un peu plus dans le détail. Et l'important, c'est que on ait le maximum d'échanges qui puissent être fluides entre ces différents outils, l'outil de comptabilité, l'outil de facturation avec ces différentes plateformes. Bon, ça, on en reparlera un petit peu plus tard. On parle aussi beaucoup de formation des équipes parce que finalement, à plus ou moins grande échelle, tous ceux qui ont une facture entre les mains vont être impactés par la réforme. Le salarié qui va faire une note de frais, même occasionnelle, etc., il va être impacté par la réforme. Et après, tous ceux qui, bien sûr, sont dans les process d'achat et de vente encore plus. Mais il va falloir comme ça accompagner les équipes. Et il y a notamment des ateliers qui sont proposés aujourd'hui sur la conduite du changement et l'accompagnement des équipes. Et puis après, il y a la mise en place opérationnelle. On va parler des cycles de vie, de changement de process. Et l'expert comptable est là aussi pour accompagner les entreprises dans cette gestion opérationnelle et aider le chef d'entreprise à mettre en place la réforme et après à répondre à l'ensemble des obligations de cette réforme. Alors, rapidement, parce qu'en plus, on a les logos qui sont maintenant publiés avec la liste des 101 plateformes agréées. Donc, on a eu, pour ceux qui ont suivi la réforme depuis le début, on a eu quelques changements de vocabulaire à plusieurs reprises. Mais là, ça y est, on est stabilisé. Et donc, les plateformes agréées sont celles qui ont le droit et l'obligation d'ailleurs d'échanger des factures entre assujettis. Donc effectivement, un des points importants de la réforme, on en parle dans un ou deux slides, c'est qu'on ne peut plus envoyer sa facture comme d'habitude à côté. Enfin, on est obligé de passer par des plateformes agréées pour les émettre et pour les recevoir. Donc ça, c'est une obligation. Et puis, on a une deuxième caractéristique ou une deuxième type de solution qui sont des solutions compatibles, qui sont en fait en amont et en aval des plateformes agréées qui sont en charge essentiellement de l'échange. Alors, elles font des contrôles, etc. en plus. Et ces solutions compatibles, elles sont compatibles parce que justement, elles doivent être compatibles avec la norme et donc savoir fabriquer des factures correctement, savoir traiter des factures correctement. Et c'est là l'importance qu'on a, notamment dans les solutions compatibles. On a le logiciel de comptabilité, Mhm. on a le logiciel de facturation que j'évoquais juste avant. Et c'est là l'importance d'avoir une plateforme qui puisse communiquer avec le logiciel que nous, on peut avoir en cabinet, si c'est nous qui réalisons le suivi au quotidien pour l'entreprise, ou le logiciel qui est utilisé quand la compta est faite directement dans l'entreprise. Et ça fait partie des critères de choix de la plateforme, de voir comment elle peut interagir. Il y a une API qui a été mise en place, mais est-ce qu'elle n'est pas obligatoire dans l'application? Donc, notamment vérifier que soit c'est la plateforme des outils de facturation ou de logiciels compta, soit comment elle communique. Est-ce qu'il y a une API qui est mise en place pour transmettre comme ça l'information? C'est dommage
d'avancer sur la réforme et de continuer à faire des traitements manuels. Si on est obligé, on le fera, mais l'objectif, c'est également de gagner en efficacité et d'avoir, dans les critères de choix de la plateforme à agréer, tenir compte également de la communication avec les outils utilisés. Alors, on en reparlera un peu plus dans l'atelier suivant, mais effectivement, vous voyez bien que les factures, elles vont être transmises au travers des plateformes agréées, ce qui veut dire que les plateformes agréées sont des points focaux où l'ensemble des factures va passer, et en général, les plateformes agréées vont les retenir au sens où elles vont les conserver, et donc c'est le meilleur endroit pour un tiers comme l'expert comptable, c'est pour trouver les factures, c'est la boîte à chaussures, mais qui marche cette fois-ci, et on n'a pas besoin de demander. C'est-à-dire que les factures, elles sont là, et donc tout l'enjeu, c'est de permettre aux experts comptables qui sont des tiers, vu de l'entreprise, d'accéder effectivement facilement à leurs données au travers de la plateforme agréée. C'est pour ça que dans le choix, surtout pour les entreprises et les petites PME qui ont des experts comptables, s'assurer que la plateforme agréée sait bien ouvrir les droits aux experts comptables est un point plus que capital. Alors, si maintenant qu'on l'a un peu présenté comme ça par le côté, on va dire, je vais rentrer plus dans le détail sur ce qu'est cette facture, cette réforme. Donc, vous avez compris, c'est d'abord une obligation de réception et d'émission, mais d'abord une obligation de réception des factures électroniques entre assujettis à la TVA. Donc, premier point important, cette réforme concerne, enfin les obligations de cette réforme concernent uniquement les assujettis à la TVA. Alors, assujetti, ça ne veut pas dire soumis. Par exemple, un auto-entrepreneur, c'est un assujetti qui n'est pas soumis tant qu'il est c'est-à-dire qu'il n'a pas de TVA tant qu'il n'a pas dépassé ses seuils. Mais il est quand même assujetti à la TVA. Donc, il est dans la réforme. D'accord ? Donc, c'est un point important. Et quand vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous n'êtes pas dans les obligations de la réforme. Donc, c'est important de savoir si on est assujetti. Et puis effectivement, c'est des factures qui vont contenir les mentions obligatoires sous forme structurée qui sont transformées à l'administration fiscale. Après, c'est une obligation de transmission de ces ventes B2C, donc de ces ventes à des particuliers, on verra un peu plus en précision ce que ça veut dire, de ces ventes internationales, parce qu'effectivement, il y a des besoins de contrôle sur les ventes B2B internationales, et aussi sur ces acquisitions internationales. Et puis, comme vous savez que la TVA peut être due à l'encaissement sur les services, tant qu'on n'a pas opté pour les débits, eh bien, il y a aussi une obligation d'information sur les encaissements de ces factures-là. D'accord ? C'est aussi un cycle de vie, et le cycle de vie est important. C'est-à-dire qu'on a, dans la réforme, on n'a pas juste dit on va pousser une facture et c'est tout. Il faut rendre un service, en particulier au fournisseur, qui aujourd'hui lui est assez peu rendu, c'est lui donner de la vision sur ce qui arrive à sa facture. Donc la première vision, c'est de s'assurer qu'elle est bien arrivée au bon endroit et que donc effectivement l'acheteur ne pourra pas dire qu'il l'a pas reçu. Et la deuxième, c'est de permettre un échange sur le traitement de la facture lui-même avec des statuts fonctionnels où l'acheteur pourra dire je mets en litige, éventuellement je refuse la facture parce qu'elle n'est pas pour moi, et puis éventuellement je l'accepte et je vais la payer. Et c'est quand même une information très importante pour le fournisseur, alors qu'aujourd'hui il cherche à l'avoir cette information et cette incertitude elle est pas très bonne. Et puis effectivement, cette réforme, elle est là pour traiter 100% des cas d'usage, 100% des factures, et c'est là où il y a un peu de travail, parce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres. Donc, juste ici, c'est pour illustrer, alors même si le slide est peut-être un petit peu loin, mais dans ce cycle de vie, vous voyez qu'il y a un côté gris, qui est en fait une phase de transmission. Et donc, ce sont des statuts qui vont tracer le fait que la facture arrive bien et qu'elle est conforme. Donc, il faut voir aussi cette réforme, elle permet aussi de dire, quand je vais émettre une facture, ma plateforme agréée d'émission, elle va vérifier que ma facture est conforme. Et si elle n'est pas conforme, elle ne va pas l'envoyer. Donc, elle va déjà faire pas mal de contrôles pour dire est-ce que vous avez bien mis toutes les données et les mentions obligatoires présente dans cette facture. Si ce n'est pas le cas, elle sera rejetée, donc il faudra la refaire. Donc au début, normalement, vos systèmes ils feront directement des factures conformes. Éventuellement, il y aura un peu de correction à faire, mais une fois que ça tourne, comme c'est de l'informatique, ça tourne relativement bien. Et puis une fois que cette facture elle est effectivement jugée conforme, elle est donc transmise à la plateforme d'en face, qui va refaire les mêmes contrôles. Donc éventuellement, comme c'est de l'informatique, la plateforme d'en face elle pourrait considérer qu'elle n'est pas conforme, alors que ça ne devrait pas arriver souvent, mais c'est de l'informatique, donc moi je me méfie tout le temps, même les trucs qui n'arrivent pas souvent, ça arrive quand même. Et donc dans ce cas-là, elle serait rejetée par la plateforme de destination.
eh bien, ce statut de rejet va être renvoyé à la plateforme d'émission, elle sera connue de l'émetteur de la facture, et finalement, la DGFiP, elle va, grâce à ce statut qui va être aussi envoyé à la DGFiP, eh bien, elle va quelque part oublier le précomptage de la TVA, puisqu'elle va comprendre que cette facture, qui était jugée bonne, sur laquelle elle a eu la TVA précomptée, finalement est jugée non conforme, donc il faut qu'elle oublie son précomptage de TVA. Et puis ça se termine par la notification de l'acheteur pour lui dire vous avez une facture ou je vous envoie votre facture. Donc maintenant vous l'avez. En tout cas, vous êtes au courant que vous avez une facture. Et tous ces statuts sont partagés avec le fournisseur. Donc ça veut dire que le fournisseur, il sait précisément à quelle date, à quelle heure en fait la facture est arrivée chez son client. Ça c'est la partie transmission. Et puis après vous avez la partie traitement dans lequel c'est essentiellement l'acheteur qui va dire je suis d'accord avec votre facture. Excusez-moi. Il y a une première étape qui va être de dire est-ce que cette facture est pour moi vraiment? Donc ça s'appelle la prise en charge. Ça veut dire c'est le signal qui dit monsieur le comptable, si vous pouvez la comptabiliser. Ou bien alors est-ce qu'elle n'est pas pour moi? Donc refuser, et là je vais insister assez lourdement. Refuser, ça ne veut pas dire j'ai pas envie de payer votre facture. Ça veut dire vous m'avez facturé, mais j'ai rien acheté chez vous, je vous connais pas. Enfin, normalement, je ne devrais pas recevoir cette facture. J'ai autre chose à faire que comptabiliser une facture qui n'est pas pour moi, faire des avoirs à recevoir que je ne recevrai jamais. Donc, je la refuse en disant vous avez dû vous tromper. Donc, c'est pareil qu'un rejet, mais sur action de l'acheteur. Voilà. Et donc ça, l'objectif, c'est que ça arrive que dans ces conditions-là. Donc il y a des motifs qui permettent d'expliquer pourquoi on refuse une facture. Quand on n'est pas d'accord avec la facture, c'est une étape d'après où on dit je la mets en litige, je ne suis pas d'accord, le prix n'est pas bon, la livraison, il y a plein de raisons, de motifs, et donc je vous demande un avoir ou je vous demande une facture rectificative. Donc ça, c'est la suite du traitement. On voit l'importance dans la réforme, ce cycle de vie, on en parle peut-être moins de invoicing, e-reporting, etc., qui commence à être bien connu, mais c'est vrai qui est très important et qui va vraiment avoir un impact sur la communication et la fluidité de transmission des informations. À l'heure actuelle, quand une facture, il y a un problème sur la facture, une remise qui n'a pas été accordée alors qu'elle avait été négociée, des choses comme ça, souvent l'information, la facture est mise de côté, mise sur le coin du bureau, etc. Là, du coup, il y aura des obligations de communication sur le litige, le motif de litige, etc. Et voilà, des échanges qui vont pouvoir être faits entre le vendeur et l'acheteur pour fluidifier cette communication et derrière permettre de solutionner beaucoup plus rapidement les problématiques qu'on peut rencontrer dans le cycle de vie d'une facture et derrière voilà, pouvoir avancer efficacement. Donc la plupart des étapes sont des choses faites. Quand on reçoit une facture, finalement, on ne met pas un tampon ou on ne change pas un statut comme quoi elle est acceptée ou refusée, mais matériellement, c'est ce qu'on fait quand même. Là, ce qu'il y a, c'est qu'elle va devoir être inscrit dans la plateforme. Donc, il faut mettre en place des nouveaux processus pour répondre à ces cycles de vie. Mais derrière, il y a une importance organisationnelle et des impacts à la fois pour le vendeur et l'acheteur. Alors malgré tout, il n'y a pas d'obligation dans la réglementation de donner trop d'informations sur cette partie-là. Par contre, c'est une bonne pratique de pouvoir renvoyer de l'information parce que sinon, vos fournisseurs ils vont vous appeler pour savoir où vous en êtes. Donc c'est une bonne pratique de le faire. En plus, quand vous payez, c'est aussi une bonne pratique d'exprimer que vous avez payé pour permettre à votre fournisseur de faire le lettrage et de rapprocher le paiement avec la facture. Alors là, comment? Il y a une question. Oui, allez-y, oui. Alors, je vais reformuler juste la question pour tout le monde. La question qui est posée par un confrère expert comptable, c'est de dire que les entreprises, les chefs d'entreprise ne vont pas valider ces différents statuts et du coup savoir, ça sera peut-être à l'expert comptable et au cabinet d'expertise comptable de valider ces différents statuts et quelles seraient les responsabilités de l'expert comptable sur ces validations. Donc voilà la question. Oui, alors, j'aurais tendance à dire que la validation d'une facture, c'est le boulot du chef d'entreprise. Hein.
Mais encore une fois, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de formaliser la validation dans le système. D'abord, il va falloir qu'ils comprennent que ça peut être intéressant pour leur fournisseur de leur dire que la facture est validée. Mais honnêtement, quand on regarde ce cycle de vie-là, il est déjà beaucoup en place dans les grandes entreprises, en fait, qui ont bien ces process, et donc qui, elles, sont en capacité de fournir l'information, ce qui est très important pour les petits fournisseurs. Mais je suis assez d'accord avec vous qu'un patron de base, il ne va pas passer son temps à dire « je valide, puis je paye ». D'ailleurs, en général, il va directement procéder au paiement. Ou il va valider plutôt pour son expert comptable pour que celui-ci éventuellement prépare le paiement. Donc c'est pour ça que je disais que ce sont des statuts qui sont facultatifs. Je suis vraiment désolé, j'ai un chat dans le truc là. Qui sont facultatifs. Maintenant, c'est en fonction de la taille et de l'organisation de l'entreprise qui sont fournis. D'accord. Et c'est aussi par rapport à la relation qu'il va avoir avec son fournisseur. Il faut avoir en tête que malgré tout, vous allez avoir des solutions qui vont vous permettre de gérer les factures d'achat, et donc qui vont s'intégrer. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de choses se font à la main. Là, elles se feront dans les systèmes et elles pourront s'intégrer plus automatiquement et donc permettre de mettre ces statuts-là. Il y aura également, en fonction des plateformes, des possibilités d'acceptation automatique en fonction de différentes règles, etc. On le voit, et quand on échange avec les plateformes, c'est des choses qui proposent en disant en dessous d'un certain montant, le statut peut changer automatiquement, etc. Donc voilà, ça c'est des choses qui vont être mises en place également pour pouvoir fluidifier l'information. Et après, c'est chacun a changé aussi ses habitudes pour avoir des bonnes habitudes en fonction de ce qui est obligatoire ou non pour chaque entreprise. Voilà, donc il faut bien comprendre, ce n'est pas des statuts auxquels les gens sont obligés de poser. La seule obligation, c'est pour les plateformes agréées de dire si quelqu'un a fait l'effort de fournir l'information, alors l'information est poussée jusqu'au fournisseur d'en face. D'accord. Et effectivement, on imagine que ce serait plutôt en cas de litige que les statuts seront utilisés. Parce que vous avez un litige, là vous l'exprimez au travers de la plateforme pour dire je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison, je demande un avoir, et refaites-moi une facture. Là je pense que l'intérêt sera plus grand. Si on reprend le cours, au niveau des cas d'usage, on ne va pas rentrer dans le détail de ces différents cas d'usage. Ils sont explicités dans la norme AFNOR qui est liée à ces cas d'usage. Mais voilà, une diversité de spécificités que peuvent rencontrer les entreprises. On a dans les cas d'usage les notes de frais, les factures d'acompte, etc. Mais on ne va pas rentrer dans le détail. Tout ça est bien expliqué dans les normes émises par la commission AFNOR. Voilà, surtout qu'on reviendra un tout petit peu dans le deuxième atelier plus précisément. Là, on est sur le BABA, donc on va rester sur le BABA. Alors, le système d'échange, vous l'avez compris, il est entre plateformes agréées qui sont donc immatriculées, donc il y en a une centaine. C'est un modèle décentralisé. Alors effectivement, une des premières questions peut-être, c'est comment elles vont se connecter. Exactement, c'est une question qu'on a souvent ou que les experts comptables se posent également. Oui. C'est comment ces différentes plateformes vont communiquer entre elles. Et donc, il y a un réseau qui s'appelle le réseau PayPal, sur lequel elles sont pratiquement toutes, et qui permet d'organiser l'interopérabilité entre ces plateformes. Donc les choses sont déjà organisées pour que ça fonctionne. Et effectivement, c'est gouverné centralement, c'est-à-dire qu'à la fois l'annuaire, il y a l'annuaire des assujettis, donc j'ai déjà parlé, qui permet de savoir qui est assujetti et surtout sur quelle plateforme il est. Il y a un concentrateur des données de l'administration, et puis il y a la commission AFNOR donc, que je préside, qui est là pour définir les cas d'usage et expliquer comment les traiter. Et tout ça avec une autorité PayPal qui est sous l'autorité finalement de la Direction générale des finances publiques, donc qui contrôle globalement le dispositif. Voilà. Alors sur le e-reporting, j'en ai déjà un peu parlé, mais on va rentrer juste dans le détail. Qui est concerné par le e-reporting? Ce sont les assujettis à la TVA. Donc toujours la même question. Ensuite, de quoi s'agit-il? C'est ventes B2C. Ça veut dire qu'il va être demandé de donner le cumul des ventes B2C par jour. Donc quel est mon chiffre d'affaires de vente B2C, donc au particulier par jour? Alors ça, jusque-là, ça va à peu près. Et après, par catégorie d'achat. Alors, catégorie de vente, excusez-moi. Ça veut dire combien je vends en biens, combien je vends en services, combien je vends qui est soumis à la marge bénéficiaire, donc en gros de seconde main,
et combien je vends qui n'est pas soumis à la TVA française. Donc effectivement, là c'est une notion de difficulté parce que les systèmes actuels n'ont pas forcément ce détail d'information. Et puis le cumul par jour, éventuellement si j'ai deux taux de TVA, il faudra dire ce qui est à 20%, à 10, à 5,5, et ainsi de suite. Donc ça c'est une donnée qu'il faut fournir quotidiennement. Il faut fournir la donnée de chaque jour et après on verra qu'on doit le fournir de façon régulière. Sur les ventes B2B internationales, il faut fournir les mentions obligatoires de ces factures. C'est exactement la même chose que ce qu'on fournit, sans s'en rendre compte, sur les factures entre assujettis. Donc c'est pour ça que là, normalement, les plateformes agréées, en général, elles sont en capacité de vous dire, moi, je peux émettre toutes vos factures, hein, qu'elles soient internationales ou pas, et je peux extraire les données des factures internationales comme j'extrais les données des factures domestiques. Et puis, les acquisitions internationales, donc là, c'est aussi plus compliqué parce que, a priori, c'est des factures que je reçois, mais qui ne sont pas forcément électroniques, en tout cas pas tout de suite, et pas avec des données dedans. Donc, ça veut dire qu'il faut que je les saisisse. C'est vrai que là-dessus, on en parle peut-être un peu moins dans les communications qu'on peut avoir, mais c'est vrai que le e-reporting ne concerne pas que des données de vente, mais également des données comme ça d'acquisition. Et donc, c'est important derrière de mettre en place aussi la communication pour, si une société a beaucoup d'acquisitions comme ça internationales, B2B internationales, de mettre en place une information avec cette fois-ci un peu d'ossiérisation ou en tout cas avec des plateformes qui, certaines sont internationales, peuvent arriver à récupérer de l'information, mais pour pouvoir là aussi la faire remonter à l'administration fiscale avec ossiérisation ou traitement des données. Voilà. Et puis, vous avez un rythme de fourniture de ces informations. Et donc, qui est, quand on est au régime normal, il faut le fournir tous les 10 jours, sous 10 jours. Donc, mes ventes B2C, mes ventes B2B internationales, mes acquisitions B2B internationales, je dois donc fournir un fichier tous les 10 jours, sous 10 jours. Donc, ce que j'ai fait entre le 1er et le 10, je dois le fournir avant le 20. Ce que j'ai fait entre le 10 et le 20, avant le 30, et ainsi de suite. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a une accélération importante. Pour ce qui est des encaissements, là, l'information sur les encaissements, c'est tous les mois sous 10 jours. Et puis après, il y a des souplesses pour les régimes simplifiés. C'est tous les mois jusqu'à la fin du mois, même si le régime simplifié va bientôt disparaître, hein, je crois. Et pour les franchises à base, c'est tous les 2 mois en fin de mois. Donc c'est un peu moins souvent, on va dire. Mais vous voyez bien qu'on est dans un e-reporting relativement temps réel, enfin tous les 10 jours globalement, pour simplifier. Alors le calendrier, vous avez une obligation de réception pour tout le monde au 1er septembre 2026. Et en fonction de sa taille, vous avez une obligation d'émettre. Et si on regarde ce qui s'est passé, il y a eu l'immatriculation des plateformes agréées qui a commencé en 2024, hein, en fait. Et donc maintenant, on a des plateformes complètement agréées. On a une publication dans l'annuaire qui a commencé en janvier 2025 et maintenant, il y a plus de 500 000 adresses dedans. Et puis maintenant, on a le concentrateur des données qui est opérationnel. Toutes les PA qui sont immatriculées sont connectées au PPF, donc au concentrateur de données. Et donc, le système est opérant. Après, l'obligation d'émission, elle est aussi au 1er septembre 2026 pour toutes les grandes entreprises et les ETI, et elle est au 1er septembre 2027 pour les autres, mais ça n'empêche pas de commencer, d'ailleurs de commencer aujourd'hui. Nous, le Forum national de facture électronique, par exemple, que je représente aussi, on émet nos factures, on reçoit nos factures de façon électronique, alors pas toutes, mais celles avec un certain nombre de plateformes agréées. Comme ça, on vérifie l'adage, est-ce que les cordonniers sont bien chaussés? Et la réponse, c'est pas toujours. Alors, qui est concerné? Je pense qu'on voulait avoir un slide un peu dans les derniers sur ce sujet-là, pour voir quelle est la règle. La règle est simple. Encore une fois, la première question, c'est est-ce que l'entreprise est assujettie ou pas à la TVA? Assujetti ne veut pas dire soumis, assujetti à la TVA. Alors, si vous ne savez pas, vous demandez à votre expert comptable, normalement, il sait. Et si on est assujetti à la TVA, alors on a l'obligation de recevoir. Donc, on doit choisir une plateforme agréée, on doit fixer une adresse pour recevoir des factures, même si on en reçoit très peu. Et puis on doit aussi, on est éventuellement soumis, alors en septembre 2027 sur le reporting, hein, parce que le reporting, je ne l'ai pas dit dans le calendrier, mais l'obligation pour les PME, c'est septembre 2027. Je ne vois pas beaucoup de PME qui vont anticiper l'appel. Hein. Donc il faut plutôt passer l'année 2027 à se préparer sur ce sujet-là. Et donc, on sera aussi obligé de faire le reporting B2B international si on achète des choses à l'international. Alors,
aujourd'hui, comme on achète de plus en plus sur des places de marché, il faut être quand même vigilant que si on achète sur des places de marché, on peut acheter à l'international sans trop s'en rendre compte. Hein, parce qu'il se trouve qu'on achète sur la place de marché, puis on découvre vraiment sur la facture, ah bah, c'était un acteur européen, voire international. Donc ça, ce sera des obligations. Voilà, assujettis, ces deux-là, c'est sûr. Après, là, si je ne suis pas assujetti, je suis concerné sur rien. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de faire de la facture électronique. Je peux utiliser le système quand même, hein, mais je ne suis pas concerné. Je n'ai aucune obligation. Et puis ensuite, si je suis assujetti et que je vends des biens et des services, alors il y a un périmètre de la réforme qui est exclu. Dans les articles du CGI, c'est 261 à 261E. Ce qui relève des activités qui sont dans ces articles est exclu de la réforme. Donc si je vends ce type de biens, je n'ai pas à faire des factures électroniques, je n'ai pas à faire du reporting B2C ou B2B international. D'accord ? Mais si je vends en dehors de ces exceptions, alors j'ai l'obligation de faire des factures électroniques, et on donnera des exemples dans la deuxième session. Voilà, et finalement, c'est tout. Vous voyez, donc c'est assez simple. Assujetti ou pas. Deuxièmement, est-ce que je vends des choses qui sont dans le périmètre de la réforme? En général, la plupart des choses sont dans le périmètre de la réforme, sauf ce qui est écrit dans les articles 261, 261E. Et là encore, vous demandez à votre expert comptable, il vous dira si vous y êtes ou pas. Exactement. Et donc, faut bien, dans ce que Cyril disait, j'insiste sur le fait qu'on a des obligations qui sont différentes et le raisonnement n'est pas le même en réception de facture, en émission de facture. Donc, bien cette arme de décision que Cyril vient d'évoquer, qui est intéressant pour assujetti. Et puis après, est-ce que c'est dans les cas d'exclusion ou pas pour arriver à comprendre les obligations en réception et en émission. Et alors, avec un dernier point qui était important sur le slide, vous avez des obligations aussi de reporting sur l'encaissement. Donc si vous vendez et que c'est soumis à l'encaissement. Et je rappelle, et on le rappellera dans la deuxième session, que les factures d'acompte sont soumises à l'encaissement. Ça permet d'ouvrir sur un mystère pour la session suivante. Voilà, et donc en conclusion, l'objectif était de dire eh bien, les choses sont prêtes pour qu'on puisse démarrer. Donc vous avez de quoi avancer. Vous pouvez déjà choisir une plateforme agréée, renseigner votre adresse, demander à certains de vos fournisseurs d'essayer le système pour vous rassurer. L'objectif, c'est que vous pouvez y aller assez progressivement, faire les choses simples d'abord, et puis faire les choses un peu plus subtiles, les cas d'usage un peu plus dans les coins. Bah, vous avez malgré tout un peu plus le temps, puisqu'on peut attendre, en tout cas du côté de l'émission, jusqu'en septembre 2027. Donc oui, l'importance de se préparer dès maintenant, et l'importance également, c'est marqué sur le côté, réflexe expert comptable. C'est vrai qu'on voit beaucoup la connaissance des experts comptables et le fait d'avoir des outils qui soient interopérables avec les outils actuellement utilisés par l'expert comptable vont être la clé de la réussite et des opportunités. Donc, bien d'important d'avoir ce réflexe-là, d'en parler à son expert comptable. Merci pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions? On a 2-3 minutes de retard. Oui. Bonjour. Qu'est-ce qui est prévu pour les entreprises qui risquent d'avoir des problèmes de trésor ou risquent de tomber en cessation de paiement suite à des conséquences de bugs informatiques ou de mauvais établissements de statut par l'acheteur, etc., etc. Parce qu'on est sur de la tech, il y aura forcément des bugs, on va passer un grand volume d'entreprises qui vont switcher sur de la facturation électronique, et donc il y aura forcément des problèmes de trésor avec les conséquences. Donc, est-ce que l'État a prévu quelque chose ou l'Europe Alors moi, je ne suis pas l'État, donc je vais pas pouvoir beaucoup répondre à cette question. L'objectif, c'est d'éviter ce type de choses, avant tout, et de le faire progressivement. Et donc, ceux qui seraient plus inquiets en particulier, c'est les grands émetteurs de factures. D'ailleurs, ils le sont un peu, pour dire les Orange, les EDF, etc., pour dire effectivement, moi, je pourrais être soumis à des problèmes de trésor, et donc j'imagine qu'ils en discutent un tout petit peu avec la DGFiP. Mais global, et donc d'où le fait de s'assurer que l'ensemble des entreprises est bien en capacité de recevoir des factures,
le fait qu'on a un pilote dans lequel on fait en sorte que les plateformes agréées démontrent réellement leur capacité à s'interopérer entre elles, parce que pour qu'une facture n'arrive pas, il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est soit les plateformes agréées ne sont pas réussies à s'interconnecter, d'où tout ce qu'on a dit sur PayPal et le fait de faire en sorte que ça fonctionne bien avant, dans la phase pilote. Et puis après, la facture, comme elle arrive à la plateforme agréée qui est en face, normalement, le client est au courant, puisqu'en plus, c'est sans obligation à la plateforme de dire à la plateforme d'émission qu'elle l'a bien notifié à son client. Après, il n'est pas impossible qu'il y ait quand même un minimum d'émetteurs de factures qui s'assurent qu'au début, que la facture est réellement bien arrivée s'ils ont des inquiétudes. Vous pourriez préciser l'intérêt d'avoir plusieurs adresses de facturation électronique Alors l'intérêt, c'est essentiellement quand vous avez des processus et que vous voulez séparer les choses. Alors encore une fois, peut-être que pour une PME, des fois, mais ça dépend aussi de votre système d'information. Je prends un exemple simple, la gestion des frais. Vous pouvez avoir une application particulière sur la gestion des frais de vos collaborateurs, à qui vous direz, quand vous allez acheter des choses, vous allez demander une facture électronique adressée à l'entreprise. Et comme en général, vous allez chez des fournisseurs que je ne connais pas, et que moi j'ai peut-être une règle de gestion en tant qu'entreprise qui dit si je ne connais pas le fournisseur, je refuse la facture, c'est plutôt intéressant de dire là, je vais avoir une adresse spécialement, mon sirène, mes frais de collaborateurs, dans lequel je sais que c'est là que je recevrai toutes les factures que mes collaborateurs ont provoquées en achetant des choses sur le terrain. Ce qui me permet effectivement de les traiter de façon particulière. Et de faire attention, et de façon particulière aussi, ça veut dire qu'en général, ces factures, elles sont déjà payées, donc il ne faut pas que je les paye une deuxième fois, donc c'est bien que je les mette de côté. Et puis, en général, il y a mon collaborateur qui a fait une note de frais que je vais rapprocher à la facture. Donc j'ai un processus spécifique, et une façon de les mettre dans un coin particulier pour bien les traiter, c'est de leur dédier une adresse. Donc voilà un exemple. Mais sinon, vous avez un exemple aussi qui est de dire, je suis déjà dans un processus EDI, parce que je suis organisé comme ça, je vais garder mon prestataire et mon adresse, je vais dédier une adresse à ça. Pour mes achats de frais généraux, j'ai décidé de prendre une plateforme agréée différente. Et dans ce cas-là, je vais choisir une autre adresse, parce qu'effectivement, pour une adresse, j'ai qu'une seule plateforme agréée. Si j'ai envie d'en choisir deux, je dois avoir deux adresses. On va malheureusement pas pouvoir prendre d'autres questions parce que les prochains ateliers vont... On la prendra sur la prochaine atelier. Voilà, si vous restez pour la transformation réussie, on pourra évoquer d'autres questions. Et merci à tous pour votre écoute.